Il y a des gens, quand on leur parle d'anonymat, ils sont un peu sceptiques. Ou quand on leur parle de transparence au même titre, ils disent « Ouais, mais je suis sceptique parce que qui dit transparence dit surveillance de l'État. » C'est pas faux. Mais après, c'est à nous de mettre le curseur, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et moi, je vous dirais même, tu vois, par exemple, à l'Élysée, le gouvernement, si on passait au Bitcoin comme étant la monnaie de référence, admettons. Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est que des choix. Voilà, moi je dis, on va donner un wallet Bitcoin à Macron. Alors, wallet, pour ceux qui ne maîtrisent pas, donc c'est comme un portefeuille. C'est un portefeuille crypto. Voilà, on va dire que le portefeuille présidentiel est en crypto-monnaie, est transparent. Donc tout ce qui rentre et tout ce qui sort du portefeuille, ça sera tracé. Est-ce que les gens ne seraient pas favorables à voir que tous les portefeuilles de nos gouvernants sont tracés sur une blockchain où on peut voir toutes les transactions qui rentrent et qui sortent? Je pense qu'ils seraient intéressés. Salut les rebelles, bienvenue sur Nexus et aujourd'hui on continue notre chronique pour gagner en liberté comme vient de proposer mon invité hors micro. On met les gens qui sont actifs sur le terrain dans des associations ou n'importe quelle structure et là on est avec quelqu'un que vous avez peut-être vu déjà dans le premier plateau qu'on faisait pour lancer ces chroniques là qui est Voynich. Si je prononce bien, parfait. C'est parfait, la prononciation. Et Voynich fait de l'émancipation bancaire, justement, parce que Voynich ne comprend pas qu'il y ait autant de gens qui n'ont pas confiance dans les banques, mais qui continuent d'avoir une carte bleue, de l'argent, trop d'argent en épargne, alors qu'on pourrait en mettre une partie dans d'autres structures bancaires ou non. Tu vas nous expliquer justement. Vas-y, je te laisse présenter comment est-ce que les gens peuvent devenir plus autonomes vis-à-vis aussi d'un État ou de banques qui ne sont pas toujours bienveillants avec eux. Alors déjà, on pourrait expliquer pourquoi il y aurait une nécessité de se débancariser. Alors, je vois plusieurs niveaux qui sont importants. Moi, dans cette thématique d'émancipation, ce qui m'intéresse le plus, on va dire que c'est cette fameuse liberté. Et aussi pouvoir défendre ses droits fondamentaux. Défendre ses droits fondamentaux, c'est également défendre ses actifs, défendre ses biens. Effectivement, les banques, on leur confie notre argent. Et elle est là l'erreur. C'est qu'on confie notre argent à des gens qui ont le contrôle sur cet argent. Comme j'avais expliqué dans la première émission, effectivement, nous ne sommes pas propriétaires de nos comptes bancaires, nous sommes que titulaires. Donc il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir le contrôle de ces fonds lorsqu'on va retirer une grande somme, etc. Donc, déjà pour pallier à ça, pour avoir plus de contrôle sur ces fonds, il est important de réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme outils qui nous permettent justement de pouvoir gagner plus de contrôle. Déjà. Après, si on veut aller plus loin, c'est vrai qu'au niveau de l'épargne, c'est que les taux d'intérêt qui sont proposés par les banques sont complètement ridicules. On appelle ça les PEL, que ce soit le livret A, etc., ce sont des rendements assez faibles. Alors que sur des structures, même centralisées, en débancarisant et en mettant son argent, son actif sur d'autres structures, on arrive facilement à atteindre des 16-20%. Donc tu places autant d'argent et tu gagnes beaucoup plus, quoi. Exactement. Ok. L'idée, c'est de se dire, on n'a pas forcément confiance aux banques, et pourtant, on a tous notre épargne dans les banques. Donc l'idée, ça ne serait pas forcément de sortir tout de suite, de laisser un minimum dans les banques pour, on va dire, les dépenses courantes. Certains me posent la question sur le loyer, le téléphone, etc. Oui, effectivement, on pourrait laisser genre 1 000 € tourner tous les mois, et tout ce qui est épargne, à partir du moment où on a plus de, on va dire 3 000 €, ne pas stocker ça dans des banques, parce que d'une, on n'en a pas le contrôle, de deux, on les engraisse, parce qu'on fait tourner cette fameuse matrice au niveau monétaire, parce que c'est notre argent qui leur permet d'exister au final. Et donc, eux font circuler nos actifs sur les marchés financiers internationaux. On joue le jeu des banques, quoi, un petit peu. Oui, voilà. En fait, on leur donne la possibilité. C'est comme le big data. On leur donne nos données personnelles sans nous soucier de préserver ces fameuses données. On donne tout et on s'étonne après qu'il y ait des géants comme Google ou les sociétés générales qui se gavent sur notre dos. Mais en fait, on joue le jeu, quelque part, c'est ça. On leur laisse la possibilité d'être des géants qui nous écrasent. Donc finalement, si tu te considères un peu rebelle vis-à-vis de ça, on sait que les banques, on l'a vu dans la crise des subprimes, ne sont jamais lésées, peuvent faire n'importe quoi avec l'argent des gens et derrière n'avoir aucune punition. Ils font les choses en toute impunité, mais finalement, c'est ce qu'on a dit dans la première émission, tu peux avoir par exemple 20 000 €, t'en gagnes 2 000 par mois, t'en as 20 000 d'épargne, un truc comme ça. Bon, tu en gardes, comme tu dis, pour les trucs courants, 2-3 000 sur ton compte courant, et le reste, tu la mets justement dans d'autres choses qui peuvent permettre aussi, dans d'autres structures,
qui peuvent permettre de... comment dire, de ne pas les engraisser, comme tu dis. Est-ce qu'il y a un risque si tu le places dans ces structures? Dans quelle structure, par exemple, je peux mettre mes 18 000 euros d'épargne ou un truc? On va dire que le risque dépend effectivement de la plateforme, mais il faut considérer qu'à partir du moment où on place son argent, il y a toujours un risque, même chez les banques. On a tendance à penser qu'on est couvert à hauteur de 100 000 euros. Bon, ça engage à ceux qui croient. Hein. On est couvert à hauteur de 100 000 euros en cas de banqueroute, en cas de faillite, en cas de quoi que ce soit. Et beaucoup aussi ont peur de se voir prélever, comme il s'est passé, c'était où, à Chypre. Il me semble qu'en Grèce aussi, c'était le cas. Ils ont directement tapé dans l'épargne des citoyens, justement, parce que, voilà, crise économique ou peu importe. N'importe quel prétexte. N'importe quel prétexte, en fait. C'est la guerre en Ukraine. Oui, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas prendre 5% de notre épargne pour le donner à l'Ukraine parce qu'on est engagé de manière européenne? Enfin, je sais pas. Hein. On peut tout imaginer avec eux. Donc, pour éviter ça, justement, on va rapatrier ça sur des plateformes. Alors moi j'utilise beaucoup, je ne vais pas forcément faire de pub spécifique, mais... Ok, donc on n'est pas là pour faire de pub, tout ça, mais c'est des structures comment du coup C'est des structures qui ne sont pas des banques, qui sont des exchanges, et là on parle de blockchain, des exchanges, des échangeurs. Comme échangeurs, voilà. Exchange, comme on dit. Échanger quoi? Échanger des actifs. On parle beaucoup de blockchain, et je préfère parler de blockchain plutôt que de crypto, parce que la crypto-monnaie a mauvaise presse. Ok, alors la blockchain, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est quoi? C'est un ensemble d'ordinateurs, on va dire que c'est un réseau, et c'est un grand livre de compte, ouvert, transparent. On va prendre l'exemple du Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin, c'est un grand livre de compte. Toutes les transactions sont notées, sont traçables, et c'est ce qui, pour autant, fait peur aux gens, le fait que ce soit traçable. Parce que quand on dit tracer, surveiller, CBDC, identité numérique, etc., et du coup ça fait peur. Mais c'est peut-être ne pas connaître ce qu'est vraiment la technologie décentralisée et la blockchain. Donc effectivement, ça sera à nous de choisir la bonne blockchain, et certaines blockchains, effectivement, permettent aussi l'anonymat. Et donc, ça, c'est à prendre en compte. Donc du coup, au lieu de mettre mon épargne dans une banque, je vais la mettre dans cette blockchain qui peut garder mon argent en toute sécurité. Soit dans une structure centralisée qui se nomme exchange, soit dans des structures décentralisées. Soit encore mieux, c'est là on va parler plutôt de portefeuille, on va dire custodial et non custodial. Ça peut paraître un peu technique comme terme. Custodial, ça veut dire quoi même en anglais? Custodial, on va dire que c'est quand tu détiens pas tes fonds. Ouais. Que tu as remis tes fonds à quelqu'un. Par exemple, la Société Générale, par exemple, c'est custodial. Parce que tu remets tes fonds, tu n'as pas la propriété de ton portefeuille. Alors quand c'est non custodial, effectivement, tu as la possibilité de maîtriser tes fonds à 100%. Tu les détiens jusqu'à dans ta poche, dans le principe. Et c'est beaucoup mieux, effectivement. Et donc là, il n'y a aucun risque, quelqu'un qui se dit « mais moi, j'y connais rien ». Il y en a beaucoup qui nous regardent, même moi, c'est pareil, je ne suis pas calé sur le sujet comme tu peux l'être. Mais quelqu'un qui se dit ok, ça a l'air intéressant, j'ai envie de sortir mon argent des banques parce que j'ai pas envie de les engraisser. Est-ce que ces blockchains peuvent être juste pour placer de l'argent, même pas faire de l'argent, juste pour placer son épargne, c'est 20 000 euros d'épargne? Est-ce que ça peut être intéressant pour se dire ces blockchains là ou ces exchanges, c'est complètement sécure pour les gens? Comment? C'est jamais complètement sécure comme une banque. Enfin, c'est trompeur de dire que c'est sécure parce qu'une banque c'est pas sécure. Il y a rien qui est sécure dans la vie. On ne sait pas ce qui peut arriver. Tu as raison. Maintenant, on peut accorder le même niveau de confiance à des exchanges qui pratiquent Ok. C'est plutôt ça la vraie question. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut accorder le même niveau de confiance à ces blockchains qu'à les grandes banques? Je dirais plus, finalement. Puisqu'ils sont dans une autre dynamique. Je ne dirais pas faire confiance à tout le monde. C'est là où, justement, on doit s'en référer à des spécialistes qui peuvent préconiser certaines plateformes et d'autres moins. Allez, par exemple... Est-ce qu'il peut y avoir des scams? Effectivement. D'accord. Et c'est pour ça que j'allais... Que tu dis... C'est pas pour faire de pub, mais justement, je tiens pas à leur en faire particulièrement, mais on connaît tous Binance, logiquement. Même je connais pas Binance. Non, même pas. Non, bon, Binance, c'est... Je suis vraiment pas calé sur la finance. C'est le plus gros exchange qui existe, historique. Et Binance a tendance à transmettre de données personnelles. Voilà. Comme on dit, il baisse un petit peu la culotte pour un peu qu'il y ait un gouvernement qui pose des questions sur un individu. Donc ça, c'est pas quali pour la protection des données, là. Ouais, je pourrais pas, moi, conseiller aux gens d'utiliser Binance. C'est même pas qu'une question de se dire, bon, si c'est juste pour acheter des crypto-monnaies, ça va. Mais, dans l'idée, on met nos actifs sur des plateformes qui sont pas orientées dans nos intérêts.
Donc l'idée, c'est d'utiliser des plateformes qui ont cette volonté de protéger la vie privée de ses clients, de participer à quelque chose de beaucoup plus grand, d'aller vers l'émancipation, comme les plateformes décentralisées. Parce que l'idéologie autour de ça, autour de, on va dire de Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie, c'est justement de faire un contre-pied aux banques centrales et de proposer du décentralisé. Un projet qui est censé être inarrêtable, et c'est le cas. Aujourd'hui, Bitcoin, il est lâché dans la nature, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde peut utiliser un nœud pour valider les transactions et participer à quelque chose qui ne peut être arrêté même pas par un État. Et ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qui a été fait selon le narratif officiel, parce qu'il se raconte un peu tout et n'importe quoi aussi sur la création du Bitcoin par Satoshi Nakamoto. Mais bon, voilà, dans l'idée, sur le papier, à la base, le white paper, c'était de proposer une alternative aux banques qui pratiquaient des choses qui vont pas dans l'intérêt du peuple. Alors pour aller droit au but, donc là cette structure que tu as évoquée, donc elle est pas, c'est la plus grosse, mais elle n'est pas quali pour la protection des données de la population sur ce que tu laisses entendre. Mais alors quelle structure, alors tu veux pas faire de pub, mais où est-ce que les gens peuvent trouver l'information sur quelle structure d'exchange peut être ou de blockchain peut être la plus sécure pour les gens? Alors, c'est pas tant que je veux pas faire de pub, c'est que je veux pas que les trucs soient... Non, mais moi, ça m'intéresse de savoir plus où est-ce qu'on peut aller chercher la bonne information, parce que dans cette émission, on veut pas approfondir tout. Est-ce que les gens peuvent aller sur ton site? Où est-ce que les gens peuvent trouver l'info? Oui, moi, je forme à ce niveau-là. Je forme sur la crypto-monnaie, je forme sur la débancarisation, et j'avais à cœur aussi de proposer une formation qui allie les deux. Ok, ouais. Donc, se former à la crypto... Sur quel site? Voynich.me. Ça, c'est mon site où je centralise un petit peu tout, et notamment mes formations. T'as des formations en ligne? Formations en ligne, oui, sur l'émancipation en général, qu'elle soit économique, technologique et notamment administrative ou juridique. Très important pour comprendre pourquoi on doit s'émanciper. Ça, c'est fondamental. Et donc, ils pourront apprendre les bases de la crypto tout en ayant ce souhait de se débancariser et d'utiliser les plateformes qui semblent le plus en adéquation avec l'idéologie d'émancipation. Parce qu'il faut qu'il y ait un socle. Parce qu'aujourd'hui, on peut se débancariser de plein de manières. On peut se débancariser en passant par Binance. Mais est-ce que c'est la meilleure manière de faire? Je ne crois pas. Du moins, il faut aller au bout de l'idée. Au bout de l'idée, c'est de peut-être d'utiliser quelques exchanges qui sont des fois discutables pour progressivement prendre... C'est comme si c'était des passerelles, finalement. On utilise une passerelle, on se débancarise, on arrive dans la sphère du décentralisé avec des wallets non custodiales. Et là, on détient nos fonds et on peut être jusqu'à son propre banquier. C'est assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'on détient nos fonds et on fait exactement comme les banques. Donc on détient, on peut prêter avec rendement, on peut fixer les limites, etc. Et pour te donner un exemple, pourquoi la crypto-monnaie? Parce que beaucoup parlent de cash. Le cash comme étant le meilleur moyen, on va dire, d'être en parallèle des banques. On va dire ça. Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'utiliser la crypto-monnaie pour arriver aux mêmes fins que le cash. C'est-à-dire, si demain, moi, je veux te faire une transaction de 100 000 $ de manière anonyme, en quelques secondes, sans passer par un tiers, je peux le faire. Voilà, tu as un smartphone, j'ai un smartphone, j'ai envie de t'envoyer 100 000, personne ne le saura. Ça sera du pair à pair, avec une crypto anonyme ou pas, peu importe. Mais ça, c'est réalisable. Donc tu peux payer par téléphone et ne pas avoir tes données tracées. Exactement. Ah, c'est intéressant. C'est du cash numérique. Encore faut-il utiliser les bonnes blockchains. Attention, j'ai dit Bitcoin, c'est pseudonyme, ce n'est pas anonyme. On peut anonymiser dans un processus, mais si on utilise par exemple le Monero, on peut faire des transactions comme ça, entre êtres libres. Monero qui est? Monero, c'est quoi pour les gens qui... C'est une crypto-monnaie. C'est une crypto. Voilà, c'est une blockchain avec sa propre crypto-monnaie qui permet donc d'anonymiser les transactions. Secure Monero? Ah ouais, complet. Complet? Ouais. C'est une des blockchains les plus résilientes et les plus sécures qui existent. Si ce n'est la plus peut-être. Pas de traçabilité des données personnelles? Aucune trace, rien. C'est de l'échange de valeurs de manière souveraine. Alors, on n'est pas obligé, parce que certains ont possible de dire oui, mais l'anonymat, c'est les bandits qui utilisent ça, donc ils ne sont pas forcément pour. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est vrai que le fait de proposer des... Comment ça, c'est les bandits qui utilisent ça?
C'est-à-dire quoi, c'est les bandits? Ah, c'est les bandits qui se mettent pour essayer de... Bon, c'est comme le réseau Telegram. Au début, on disait oui, Telegram, on peut tout faire là-dessus. Oui, d'accord, oui. Parce que les terroristes Il y a utilisent des groupes Telegram, voilà, parce qu'il y a plus de liberté, parce qu'on fait ce qu'on veut. Oui, mais après, voilà, il y a des gens, quand on leur parle d'anonymat, ils sont un peu sceptiques. Ou quand on leur parle de transparence au même titre, ils disent ouais, mais je suis sceptique, parce que qui dit transparence dit surveillance de l'État. C'est pas faux. Mais après, c'est à nous de mettre le curseur, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et moi, je vous dirais même... Tu vois, par exemple, à l'Élysée, le gouvernement, si on passait au Bitcoin comme étant la monnaie de référence, admettons. Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est que des choix. Voilà, moi je dis, on va donner un wallet à Bitcoin à Macron. Alors, wallet, pour ceux qui ne maîtrisent pas, donc c'est comme un portefeuille. C'est un portefeuille crypto. Voilà, on va dire que le portefeuille présidentiel est en crypto-monnaie, est transparent. Donc tout ce qui rentre et tout ce qui sort du portefeuille, ça sera tracé. Est-ce que les gens ne seraient pas favorables à voir que tous les portefeuilles de nos gouvernants sont tracés sur une blockchain où on peut voir toutes les transactions qui rentrent et qui sortent? Je pense qu'ils seraient intéressés. Et au même titre, tu leur dis oui, mais on va utiliser Bitcoin, c'est transparent, et ils vont te dire oui, mais je ne suis pas à l'abri. C'est là que rentrent en ligne de compte les Monero et compagnie. Bon, je balance comme ça des idées, mais pour comprendre là où on peut aller, c'est très ouvert en fait. Il ne faut pas être trop idéologique en se disant oui, mais la technologie, les histoires de blackout aussi. Oui, mais si demain on n'a plus d'électricité. Oui, mais si demain ceci, cela. Il y a toujours des solutions. Et sur la blockchain, il y a toujours des solutions. On peut créer nos propres réseaux. On peut créer nos propres blockchains. On peut émettre nos propres réseaux avec des smartphones. On attend quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet. Moi, le premier, c'est un truc qui m'intéresse pas en premier abord, sur lequel je me cultive pas, mais quand je t'écoute, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse l'émission. Voilà. C'est très intéressant en tant que novice là-dessus. Ça m'intéresse de découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. C'est tout nouveau, ces trucs-là. Le Bitcoin, ça a 15 ans, même pas. C'était 2010, 2011. Si moins, je dis pas. 2007, 2009. 2007 ou 2009, ouais. Oui, d'accord, ok. Ouais, un peu plus vieux, du coup. Mais alors... Quand on se dit, par exemple, ça appartient à qui un truc comme Monero, et comment est-ce que ça ferait pour ne pas s'écrouler? Admettons, celui qui l'a créé, demain il fait faillite, il ferme le truc. Est-ce que ta thune peut être perdue? Justement, c'est une question excellente ça, justement, parce qu'il n'y a pas d'organisme central. C'est un open source. Et le truc, c'est que tant qu'il y aura des gens pour faire tourner des nœuds, ça existera. Plus il y aura des gens pour faire tourner des nœuds, plus ça sera présent et plus on pourra s'appuyer dessus. Des nœuds, c'est quoi? Des PC, pardon. Des serveurs. On va dire ça comme ça. On appelle ça des nœuds de validation, mais c'est des serveurs. Désolé pour ceux qui sont calés sur le sujet, on fait vraiment cette émission pour les novices, pour tout le monde, mais c'est pareil, il y en a beaucoup qui nous reprochent des fois d'avoir trop d'anglicismes, ils veulent qu'on fasse mais faut m'arrêter, je me rends pas trop jour compte. Mais c'est vrai que là-dedans, il y a beaucoup d'anglicismes dans tous les cas, dans ce milieu-là, c'est pas grave. Il y a beaucoup d'anglicismes parce que les anglophones sont très actifs et ils proposent des plateformes où malheureusement il n'y a encore pas toujours les traductions en français. Complètement, même Blackout va trouver une traduction en français, quoi. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais là j'en ai pas qui me vient en tête. Non, mais bon, on a compris que c'était une espèce de panne. C'est ça, une panne d'électricité, panne de réseau, comment on fait Pardon, du coup je t'ai coupé t'étais sur la... Comment Monero peut être... et comment c'est un open source ou je sais plus comment t'as dit ça, mais une plateforme... Monero... Du moment qu'il y a des serveurs, c'est bon. Voilà, demain, toi, ça t'intéresse Monero, tu veux participer, tu prends ton PC, tu prends un vieux PC ou tu achètes un PC qui peut faire tourner un nœud de Monero, donc utiliser ton PC comme un serveur, et tu es validateur de transactions, tu participes. Et c'est aussi simple que ça. Si tout le monde était validateur, ça circulerait de manière assez fluide. Il n'y a même pas de question à se poser, mais qui contrôle le Monero? Personne. Ou tout le monde. C'est un peu ça le truc. Tout le monde contrôle le réseau, donc personne ne le détient finalement. Au contraire d'un organisme central. Ça appartient aux gens. Wow. Et c'est ça qui est fort dans le décentralisé. Je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils te disent oui, le Bitcoin, c'est possiblement la CIA qui a créé ça pour nous enfermer dans le numérique. Ce qui peut ne pas être faux, attention. Ça peut être utilisé pour nous emmener vers une voie. Mais voilà, là on est à la croisée des chemins. C'est soit on utilise, à mon sens, attention, ça n'engage que moi, soit on prend le pas de la débancarisation, de la crypto-monnaie maintenant et on l'utilise et on sait pourquoi on l'utilise et vers quoi on va, soit on va se faire dicter la loi comme d'habitude, on se fait dicter nos lois, on se fait dicter la technologie, on se les fait dicter depuis toutes ces années-là. On l'a subi finalement la technologie, il y a beaucoup de trucs qu'on n'en voulait pas. Mais voilà, par consommation, par contrôle mental, par conditionnement. Le QR code, on l'a subi.
Par exemple, bon, le QR code, ça reste encore une technologie intéressante, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée au bon moment. Mais voilà, on a la croisée des chemins. Il reste à savoir si on va partir sur des monnaies numériques contrôlées par des banques centrales, et là, attention, ça va faire mal. Soit on commence à s'intéresser à ça, et on commence à maîtriser le truc pour justement éviter ce qu'on appelle les CBDC, les monnaies des banques centrales, pour partir sur des monnaies un peu plus souveraines, comme Monero et tant d'autres. C'est hyper intéressant, t'avais fini ce que tu disais. C'est hyper intéressant de t'écouter là-dessus, parce que finalement, on comprend quand tu parles de ces outils informatiques, tu dis effectivement on se laisse balader par les gens. On maîtrise pas forcément ça, on nous dit tiens ouvrez un compte en banque là-dessus, prenez une carte bleue, en fait on réfléchit pas vraiment. Et à un moment donné effectivement si tu veux réduire le risque, il faut commencer par apprendre, donc c'est très intéressant ça là-dessus. Une petite question, ça fait 20 minutes à peu près qu'on fait cette émission, question de journaliste, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en toi, parce que nous on s'est rencontrés là il y a quelques jours, on a parlé un petit peu, on se connaissait pas encore en début de semaine. Au moment où on tourne là, comment est-ce qu'on peut avoir confiance en toi? J'ai parlé un petit peu avec toi, t'es pas un banquier, t'es pas quelqu'un qui vient nous vendre un nouveau produit, t'es vraiment un citoyen qui s'est rebellé pour avoir, qui s'est dit c'est pas normal justement d'avoir d'émancipation. Quel est ton parcours, comment t'en es arrivé là? Bah, pour avoir confiance, il suffit de regarder ce que je partage. Et le risque que je prends à partager des informations, alors c'est vrai qu'on parle de débancarisation aujourd'hui, mais j'ai principalement mis en avant aussi l'aspect administrativo-juridique et j'ai expliqué les règles de cette société. Du fait qu'on c'est un sujet sur lequel il faudra qu'on revienne. L'émancipation administrative. Je pense que c'est inévitable. On parle de débancarisation parce que c'est accessible et qu'il faut faire, à mon sens, vite. Parce qu'on a vraiment besoin de s'émanciper rapidement au niveau économique. Des banques ? Des banques, principalement. Et ensuite, on pourra revenir sur l'aspect plus administrativo-juridique. Mais après, voilà, oui, la confiance, c'est tout simplement écouter ce que je dis. Est-ce que ça résonne en vous ? Est-ce que je vous oriente vers quelque chose qui est un peu obscur, ou est-ce que je vous laisse le choix de choisir vos plateformes, de choisir vos blockchains, de choisir ce que vous voulez faire dans la vie. Je suis juste là pour présenter des choses, pour mettre des faits en avant. Et après, c'est vous qui choisissez. C'est là où c'est intéressant pour avoir confiance dans les gens. C'est est-ce que la personne vient nous vendre un produit ou est-ce qu'elle nous vend une connaissance sur le monde ou sur des éléments du monde, des outils du coup, moi, de manière transparente, je te dirais les deux. Parce que j'ai commencé par faire les choses, gratuitement pour informer des gens. J'informe sur des thématiques qui sont vraiment très compliquées. Et donc, j'en ai fait des formations, du coup, sur mon site. C'est normal de vivre voilà, après on pourrait dire peut-être qu'il a un conflit d'intérêt à vendre ses formations parce que voilà, il veut nous orienter vers quelque part pour acheter. Moi je vous dirais non, écoutez d'abord mon message, écoutez la logique, si ça résonne en vous, si c'est en adéquation avec ce que vous entendez de toutes les informations que vous partagez par exemple sur Nexus, si ça résonne, c'est que c'est évident, c'est que c'est logique et c'est la voie à prendre. Mais il n'y a pas de... En tout cas, personnellement, je ne fais pas partie de groupe quelconque. Je suis libre, je suis indépendant. Et moi, je propose juste de faire... Je mets en avant ce que je fais. Maintenant, libre à chacun de prendre la voie, de ne pas la prendre. C'est important. Moi, j'aime savoir en qui on peut avoir confiance. Aujourd'hui, c'est juste ça. Je pose toujours la question des conflits d'intérêts ou des liens d'intérêt que peuvent avoir les gens. Donc, c'est important pour moi de parler ça. Il nous reste encore quelques minutes. On essaie de faire court sur ces thématiques dans cette chronique. Sur les gens comme toi qui finalement veulent se reprendre en main. L'argent dette, tu m'as dit tiens c'est un truc dont il faut qu'on en parle, est-ce que tu veux en parler, est-ce que c'est important? Je n'y connais rien. C'est un truc qu'on pourra approfondir, on va pas en parler. Donc là c'est un truc à approfondir, c'est dans tes formations ou sur tes sites et tout ça? Non, parce que ça mène sur des terrains où ça va très certainement nécessiter beaucoup d'explications complémentaires. Mais bon, pour faire court, l'argent dette c'est la création monétaire. Comment est créé l'argent? L'argent est créé par le crédit. Voilà, l'argent est créé ex nihilo, comme on dit, à partir de rien. Quand tu vas à ta banque, tu fais un crédit. Tout est poussé au crédit. C'est-à-dire qu'on a des salaires de misère, on n'a pas forcément d'épargne, donc à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose comme une voiture, un appartement, un bien, etc., on est forcément obligé de se poser la question du crédit. C'est pas pour rien.
Il y a plein de gens qui sont endettés avec le crédit à la consommation, par exemple, pour acheter des télés ou n'importe quoi. Oui, bah ça c'est De une connerie. non nécessaire, entre guillemets. Bah, déjà, oui, c'est ça. C'est que d'une, la télé, c'est le cheval de Troie qu'on a fait rentrer dans les foyers il y a quelques années. Et ça Ça, c'est crée des un autre rabats. sujet, mais du coup, ce que tu veux dire, c'est que derrière, ça va te faire, par exemple, 1,5% d'intérêt. Donc, au final, tu vas faire ton emprunt de 10 000 euros et tu vas devoir. Et en fait, la banque aura créé à partir de ça 1 500 euros que tu vas lui rembourser. Ce que je veux dire, et c'est là où il faut au moins écouter, enfin, ouvrir grand ses oreilles, c'est que tu fais un crédit à la banque ne va pas te prêter de l'argent. C'est important de le dire qu'il n'y a pas un transfert de fonds. Déjà, le terme prêt, c'est une escroquerie. Ça n'existe pas. Ils vont créditer, ils ont le pouvoir de créditer de l'argent sur ton compte. Donc déjà, ils ne vont pas perdre d'argent. Donc ils vont créditer sur ton compte et toi, tu vas les rembourser. Donc ils n'auront rien perdu, mais en plus, ils vont gagner sur ce que toi, tu vas devoir rembourser. Et en plus, ils te prennent des intérêts. Donc bon, chacun réagira comme il veut avec cette information-là, mais il y a peut-être un truc qui est pas net là-dedans. Et effectivement, c'est là où on peut aller plus loin, c'est que tous les prêts sont illégaux, et en plus l'utilisation qu'ils en font, avec la titrisation bancaire, etc. Bref, on pourra aller plus loin sur cette thématique, mais c'est pour ça aussi qu'il faut sortir des banques. C'est on va dire un argument supplémentaire pour arrêter le délire. L'impression bancaire. L'argent qui n'est indexé rien d'autre que sur notre énergie de vie. Nous sommes leurs produits. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on est au final. C'est ce qu'on expliquera dans d'autres capsules. Nous sommes leurs produits. On travaille pour eux. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut donc se débancariser pour arrêter cette hémorragie et reprendre le contrôle sur l'économie. Titrisation, c'est bien, par exemple, ton emprunt est transformé sous forme de titre qui est revendu ensuite entre banques. C'est ça, ouais. Voilà. Ils revendent ton crédit. Ils revendent ton crédit Ils et revendent puis ils ton jouent contrat de avec crédit. dans les, Ouais, ils jouent avec sur les marchés financiers. C'est ça. Ouais, voilà. C'est ce qui a fait la crise des subprimes, puisque à la fin, plus personne n'assumait de risque sur ces titres. Donc il faut bien comprendre la stupidité du système à l'époque. C'était illégal, c'est immoral. C'est comme si on légalisait le meurtre. Tu vois, aujourd'hui, la titrisation, c'est légal. Il y en a beaucoup qui me disent, les avocats, les machins, oui, mais c'est légal. Ok, d'accord, mais si demain on légalise le meurtre, ça va, quoi. Normal. Il faut savoir que tous ceux qui se battaient même au gouvernement américain pour justement réguler les marchés financiers étaient licenciés quelques mois après. Regardez n'importe quel documentaire sur la crise des subprimes, c'était fascinant. Si tu vas contre le plan, malheureusement, t'es éjecté. Hein. Avant qu'on termine, j'ai une question là, parce que tu parlais des prêts. Ce qui m'intéresse, c'est, je viens d'avoir en tête, par exemple, là, si tu mets autant d'argent dans ces blockchains et tout ça, Monero, etc., les gens font beaucoup de prêts immobiliers aujourd'hui. Moi, personnellement, en tant que alors, t'aimes pas le terme de citoyen, puisque ça veut dire soumis à l'État, mais en tant qu'habitant en France, il y en a beaucoup qui font des prêts. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir ce lien avec la banque. Mais comment tu fais si tu mets tout ton argent à Monero ou n'importe quoi? Et est-ce qu'ils peuvent te faire des prêts immobiliers? Comment ça marche? Ou est-ce que le prêt immobilier, c'est quelque chose dans lequel tu ne crois pas, etc.? Dans l'idéal, je dirais qu'il vaut mieux s'en passer, même si ça peut être dur et que ça remet vraiment toute notre éducation en cause. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'accès à la propriété, et en même temps, dans notre génération, à toi et moi, j'imagine que tu es à peu près les générations 90 comme moi, l'accès à la propriété est de moins en moins accessible. T'es 80 ? Ouais. Bon, non, tu fais plus jeune. Il paraît, ouais. Alors, l'accès à la propriété, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que justement, j'explique que quoi qu'il en soit, on n'est pas propriétaire. Donc, quelle propriété en fait? Ouais, parce que toi, c'était ce que tu avais dit dans l'autre émission. En fait, tu achètes une maison, mais qui est sur un plan immobilier qui ne t'appartient pas non plus. C'est au cadastre, hein, Voilà. c'est du foncier. Oui. Donc, et tu donc payes non, une taxe foncière. on n'est pas propriétaire, donc pourquoi on va... Oui, donc on a l'illusion de la propriété. Ce qui est déjà pas mal, d'une certaine manière, parce que ça définit un cadre où c'est vrai que, bon, c'est à nous. Enfin, c'est à l'État. Mais ça nous protège d'une certaine manière, ça nous assure une certaine sécurité par rapport à toute la population. Mais ça reste à l'État. Donc, oui, après, si on stocke tout en Monero, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait fructifier sur les blockchains? Après, on peut toujours ressortir son argent du circuit, mais en l'ayant fructifié. Se posera ensuite le problème de la flat tax. La flat tax, c'est dès que tu fais des plus-values, dès que tu achètes des biens en crypto-monnaie, normalement, tu es obligé de payer les fameux 30%. Là.
Bon, ça aussi, ça fait partie de l'émancipation administrativo-juridique, justement, par rapport aux impôts, la légitimité des impôts, la légalité des impôts, etc. Dire oui, mais je dois payer la flat tax. Oui, bah, apprends tes droits, sache réellement ce qui se cache derrière tout ça, et ensuite, reste à savoir si tu souhaites consentir à la flat tax et tant d'autres choses. La contribution publique, on va dire. C'est extrêmement intéressant, le sujet de l'émancipation administrative. On en reparlera. C'est très complexe. Il a un nom compliqué, Voynich, et un sujet compliqué. Tout est aimé. Mais comme on avait dit dans l'autre émission, il faut prendre 30 minutes par-ci par-là par jour. Si tu te poses même 15 minutes, tu apprends toujours des choses sur ces sujets-là, sur ton site. Tu peux apprendre petit à petit, tu n'es pas obligé de te farcir 2 heures de conférence. Oui, j'ai fait quand même pas mal de contenu que j'appelle des pilules. C'est des petites vidéos assez percutantes, accessibles. Et voilà, c'est juste pour comprendre dans quel monde on vit. Ensuite, soit on a envie, soit ça crée un déclic et on a envie de se prendre en main, bah, soit ça crée pas de déclic et on n'en voit pas je veux dire, les bénéfices et on passe à côté. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hyper intéressant comme sujet. Miloud, est-ce que tu vas passer à Monero et la blockchain ? Apparemment, il faut, mais moi, ça me paraît tellement abstrait. C'est abstrait, c'est ce qu'on ressent tous, comme dit. C'est ? Je vais y songer fortement. On va y songer fortement, mais je pense que comme ce qu'a dit Voynich, en fait, c'est que ça part aussi d'un manque de... On nous parle pas de ces sujets-là tôt, où on est très très tôt finalement asservi et on nous dit non, ça c'est pas pour vous, restez loin de ces sujets-là. On n'a aucune éducation financière, aucune. On nous dit faites de l'épargne, alors que tous, on va dire, les riches de cette planète ne font pas d'épargne, ils font de l'investissement. Investissement, intérêt composé, tout ça. On t'en a parlé à l'école ? Non. Bah justement, c'est là, dès qu'on t'a pas appris quelque chose à l'école, finalement, on sait très bien qu'il faut aller fouiller. Allez, premier argument, parce que Miloud, il sait pas trop s'il va plancher sur le Monero, mais Miloud, si je te dis que sans effort, t'atteins 16% au lieu de 1%... Ah là, Miloud, il se jette dessus. C'est même plus du rendement annuel, c'est du rendement journalier, c'est calculé de manière journalière et reversé. Et 16%, c'est si vraiment on fait pas d'effort. Aujourd'hui, en finance décentralisée, on dépasse les 100%. Quand on sait placer, quand on sait surfer sur ce genre de trucs, 50-100% sans problème. Et c'est pas de l'investissement, c'est du placement. Vous voyez, quand les banques prennent votre argent pour faire du placement, et ils vous disent allez, vous avez 1, 2 ou 3% pour votre PEL. En attendant, eux, ils prennent la plus grosse partie, ils se gavent. Sauf que là, vous rapatriez votre argent, vous le faites vous-même. Donc les 50-100% et plus, bah, c'est pour votre pomme. Si jamais il y a besoin d'arguments, voilà, c'est que... il y a des rendements extraordinaires. Sauf qu'on n'en profite pas, donc il faut en profiter. Si vous voulez découvrir les gens comme Voynich, le magazine Farandole est là. On est en partenariat avec eux pour cette chronique où on essaie de vous montrer juste des exemples finalement de personnes qui se disent mince, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis on reprend l'action. Comment dire, nous-mêmes, à notre échelle. Voynich était quelqu'un qui vient pas du tout du monde de la banque et qui s'est dit, bah tiens, je suis intéressé par l'émancipation bancaire, et boum, je vais prendre les choses en main moi-même. Et c'est ça qu'on a envie de montrer dans cette chronique. Voynich, merci d'être venu, c'était un plaisir. Merci à toi. Ton site, rappelle-nous, il est en lien dans la description de YouTube. Voynich.me. Voilà, vous cliquez dessus dans la description si vous êtes sur YouTube ou même sur CrowdBunker, ça doit apparaître. Donc voilà, merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Salut Voynich. Ciao.